Bonjour Pierre-Emmanuel Deceste. Bonjour. Alors nous allons plonger dans votre univers de la bande dessinée avec un livre qui s'appelle L'Appel de la forêt, signé Jack London, tout le monde le connaît, que vous avez adapté aux éditions Plein Vent. Mais juste avant, on va parler un peu de vous et puis de votre parcours. Alors, diplômé de l'École nationale supérieure des arts décoratifs, bon, là déjà ça pose la personne. Oh, j'étais pas très scolaire, j'ai eu la chance de réussir mes concours, hein, donc il faut relativiser aussi tout ça. Et puis vous vous êtes tourné vers l'illustration au départ, illustration de jeunesse. Alors, un petit peu, mais en réalité, mes premiers grands boulots et ceux que j'ai continué vraiment longuement, sont des collaborations avec des réserves naturelles, des parcs nationaux. Donc j'ai travaillé par exemple beaucoup avec le parc national des Écrins. Donc j'allais dessiner sur place avec le sac à dos, travailler sur la faune, la flore et sur tous les accès au parc. Donc il y a toujours mes dessins qui sont là-bas, imprimés avec des encres particulières qui doivent résister aux UV un certain temps, dans une inclusion de résine. Mais il y a une dizaine de dessins sur la cinquantaine d'accès au parc. J'ai travaillé pour d'autres réserves naturelles, le parc national des Calanques aussi, entre autres. C'est ce qui explique peut-être quelque part un peu votre intérêt pour, sinon l'appel de la forêt, l'appel de la nature en général. Oui, tout à fait. Hein, à travers les albums, puisque vous parlez des massifs des Écrins, mais vous avez aussi fait un album qui s'appelle Promis de Cordée. Oui, tout à fait. Qui est adapté du livre de Frise en Roche. Hein. Oui, tout à fait. C'est un de mes premiers albums que j'ai fait avec Jean-François Vivier à l'adaptation. En fait. Là, je faisais le dessin, simplement. On ne se lance pas dans la BD, même dans l'illustration, je pense, sans avoir quelque part, sinon des mentors, voilà, des affinités artistiques vers des artistes. Alors, soit ça peut être des artistes, effectivement, du monde de la BD ou de l'illustration, mais ça peut être aussi des artistes du monde des arts en général. Quelles ont été un peu les influences que vous avez eues au départ? Alors, c'est particulier parce que des influences, il y en a, évidemment, on en a tous et toutes beaucoup. Moi, ce qui me motivait énormément, je me souviens de retour du musée d'Orsay, sans savoir exactement de qui je voyais les peintures, les dessins. C'était souvent un peu, pour moi, presque de l'illustration. Plutôt la peinture, c'est plutôt la peinture et les peintres qui m'ont pas mal influencé. Turner, Constable, enfin, il y en a beaucoup en fait, il y a tellement de monde. Je ne me suis pas attaché à l'œuvre d'un peintre en le suivant précisément, ça m'est jamais arrivé. Mais peut-être des approches. Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Parce que vous travaillez donc à l'acrylique, à la gouache, alors à l'encre acrylique en fait. À l'encre acrylique. Ouais. À l'aquarelle. À l'aquarelle, pas à l'aérographe. Non. Quand j'ai commencé, un dessin réaliste quand même sur le. Ouais, tout à fait. Quand j'ai commencé dans la bande dessinée, je me suis posé la question est-ce que je bosse en numérique ou pas? Et on m'a dit écoute, tu fais des peintures qui nous plaisent, qu'on a vu, c'était le cas, mais dans le parc national des Écrins, c'était vraiment une coïncidence. Jean-François m'a dit tu pourras vendre tes dessins à des collectionneurs, par exemple. Et bon, j'apprécie la peinture, le dessin. Enfin, je prends moins de plaisir à bosser en numérique en fait. Alors, à quel moment vous vous êtes dit, je me lance cette fois-ci dans la BD et je fais de l'adaptation? Alors, adaptation, comme pour l'Appel de la forêt, je prends le bouquin de London et puis je vais raconter l'histoire à ma manière. Alors déjà, c'est vrai qu'il faut se faire confiance. Pour le dessin, j'étais pas trop en confiance. Enfin, j'estime que j'ai encore à évoluer, je progresse, j'évolue, je me remets en question. Peut-être pour aller vers un type de dessin un petit peu moins réaliste aussi, on verra ça. Mais pour le texte, je me sentais pas vraiment prêt. Sauf que j'avais, entre-temps, fait une bande dessinée pour Sarbacane, en jeunesse. Alors Sarbacane avait classé dans leurs 10 meilleurs albums de BD depuis leurs 10 dernières années, donc j'étais content. Et une BD qui avait été sélectionnée pour un prix Bulgum en Mayenne aussi, où la sélection prenait les 10 meilleures BD de l'année 2016. C'était acquis pour enfants. C'était acquis, oui, tout à fait. Et je me suis dit que je pouvais me faire confiance dans l'écriture. Donc voilà, on m'a proposé des adaptations, et je m'y suis attelé. Je sais que j'avais la capacité à pouvoir faire dialoguer les personnages, de toute extraction, parce que c'est important ça quand même. Avoir aller dans le narratif aussi, avec un texte plus littéraire.
Après, c'est quand même pas facile une adaptation, surtout, j'avais commencé avec Cro-Blanc. Cro-Blanc, c'est un gros volume, donc il m'a fallu essayer de synthétiser, et puis de mettre le plus possible de choses. Et c'est pareil pour l'Appel de la forêt, j'aurais aimé avoir plus de pages, mais bon, c'est le choix de l'éditeur que je ne discute pas, c'est des choix commerciaux. Que ce soit l'Appel de la forêt, que ce soit Cro-Blanc, ça a été traité au cinéma, en BD, en livre jeunesse. Donc il faut trouver aussi une originalité ou un pan peut-être dans l'histoire. Pour Cro-Blanc, j'ai essayé d'être très fidèle au roman initial, au roman qui n'a pas été édulcoré, donc la violence est là, l'âpreté est là. On comprend d'ailleurs mieux les tourments que vit ce loup. Pour l'Appel de la forêt, en fait, j'ai cherché aussi en parallèle une nouvelle à adapter pour un troisième ouvrage. Là, je bosse donc sur la troisième adaptation de London. En lisant, en fait, toutes ces nouvelles, je suis tombé sur des choses qui me plaisaient moins, en fait, chez Jack London. Il y a les idées de son époque, et en fait, il y a des choses, il y a des théories raciales. J'étais un peu perplexe, quoi. J'avais du mal à trouver une nouvelle, et en même temps, dans Cro-Blanc, il y a des petites aspérités qui ne me plaisaient pas du tout, sur la prédominance de la race blanche, sur les Indiens, pas mal de choses comme ça, et je me suis dit, comment je vais faire? Donc l'Appel de la forêt, je me suis dit, finalement, je vais être aussi avec les personnages, avec les idées de l'époque. On va suivre le chien, mais je vais continuer les scènes. Je vais faire discuter les personnages plus, pour situer la place de la femme, par exemple, dans la société. Les femmes en pantalon, pas possible. Je tombais sur des vieilles photos de prospectrices qui étaient 5 à creuser. On imagine quand même, dans un monde d'hommes, hein, il suffit de rechercher la ruée vers l'or de 1896. On a des montagnes, des forêts de chapeaux, des gens habillés en noir, que des hommes. Donc il y a des petites choses que je glisse en fait dans ces albums sur cette époque. Et je me suis beaucoup appelé à décrire le décor aussi, l'ambiance. Il y a le ressenti de l'animal, mais on est aussi dans cette période-là. Mais j'ai glissé des petites choses en plus pour le rendre pas plus contemporain, parce que c'est complètement intemporel, mais un peu à ma sauce, d'accord, mais je sais pas si je renouvelle grand-chose. Hein. Le thème principal, en tout cas, le personnage principal de Cro-Blanc et de l'Appel de la forêt, c'est le wild, la nature forte. Alors les dialogues sont assez modernes d'ailleurs, dans l'Appel de la forêt, comme dans Cro-Blanc. Des dialogues, moi, qui m'ont un peu semblé détonner. Je me dis, mais est-ce qu'on parlait de Kleps? Est-ce qu'on parlait comme ça à cette époque-là ou... Alors, moi, j'ai pas lu la traduction, enfin, l'original, pardon, j'ai lu que des traductions, et je tombais sur des traductions aussi des années 50, avec un vocabulaire des années 50. Mais, alors, les personnages qui parlent de Kleps, ils sont français, en fait, dans l'histoire. Bon. Mais, bon, j'ai adapté un langage contemporain, je trouvais ça peut-être plus marquant, plus vivant. Alors, comment vous travaillez sur les... Je sais que vous avez une affinité assez facile pour adapter la nature, c'est-à-dire les grands espaces, etc. Mais est-ce qu'à certains moments, justement, par rapport à une histoire qui a un cadre bien particulier, là on est dans le Grand Nord canadien, tout à fait. il faut quand même, on va pas les vérifier si à tel endroit c'était comme ça ou c'est encore comme ça, mais comment on retransmet cette atmosphère de façon réelle? En se documentant, beaucoup. Alors l'atmosphère, il y a les décors, les décors des villes, mais il y a les décors aussi, la nature qui est assez somptueuse. En fait, ce qu'il y a de particulier, c'est que cette nature, j'avais deux options en réalité, soit de la représenter de façon austère et très sombre, et presque uniforme, avec le jour, la nuit, et puis des contrastes noir et blanc, ou gris et noir. J'ai essayé de la montrer belle, en fait, dangereuse, grave et impressionnante, mais séduisante aussi. Après, il y a des codes dans la narration, et il y a des codes dans les couleurs aussi, hein, dans la peinture et dans le dessin, qui servent à la narration. Donc des couleurs chaudes, des couleurs froides, des couleurs un peu grises, des moments où on est moins bien, on est bien, les personnages sont en difficulté. On peut le montrer, le rouge par exemple, hein, la colère, donc on peut faire des cases rouges. Je ne suis pas allé non plus dans une coloration excessive, mais
C'était mes préoccupations pastel, hein, dans le... Oui, oui, tout à fait. Oui. Dans il y a des planches magnifiques, avec des grandes planches, même des doubles pages, qui sont exceptionnelles. Et puis, dans la mise en page, il y a aussi une forme d'originalité. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, le code de la case, il a complètement été transfiguré dans les années 70, etc. On n'est plus dans les cases de Tintin. Hein, oui, tout à fait. Et les cols belges de l'époque. Mais il y a une originalité avec des petits carrés, des petites insertions avec soit des personnages, soit un élément, soit quelque chose qui vienne donner vie justement à l'ensemble. Ça, c'est quelque chose que vous avez, j'allais dire, pris quelque part Non, j'ai réfléchi. Non, j'ai réfléchi. Après, j'ai tout pris partout. En fait, on n'invente pas ces codes-là. J'ai rien inventé en BD. Non, c'est juste un type de narration. En réalité, j'avais aussi très peu de pages finalement pour adapter des gros romans. Donc, essayer de faire passer des émotions autrement qu'avec de la narration, c'est aussi des petits cadrages. Et puis d'essayer de fluidifier des scènes, de prendre le lecteur par la main. On peut l'amener à déduire des choses. J'ai plutôt tendance à essayer de le prendre par la main et de lui montrer, suggérer, mais les montrer quand même les choses. Je parle de récit simplement, de manière à ne pas être perdu en fait, que les cases se suivent, qu'on comprenne où on est. Alors il n'y a pas de mot fin. Non. Non, c'est vrai. C'est vrai, oui, j'ai pas mis fin, mais bon. Non, je me suis posé la question, c'est vrai. Mais en fait, alors dans l'appel de la forêt, l'histoire se termine, pas en autre boudin, mais d'un coup comme ça. Ouais. Donc j'ai respecté ça, je me suis dit pourquoi pas. Mais j'étais un peu surpris, et j'ai essayé d'être quand même assez proche du livre, même si on est plus avec les personnages. Enfin, j'ai recréé quand même beaucoup de scènes. Enfin, énormément de scènes, on se rend pas compte finalement. On a l'impression que c'est le bouquin, ça reste le livre. J'ai fait dialoguer beaucoup les personnages, par exemple. Bien, eh bien, moi j'invite tout le monde à découvrir votre œuvre. On va appeler ça comme ça, hein. C'est une œuvre, c'est un début d'œuvre. Certes, hein. On peut dire ça finalement. Voilà, donc à travers ces albums, L'Appel de la forêt c'est le dernier en date, et puis donc à travers aussi des conférences que vous donnez, donc dans le monde scolaire notamment. Oui, des ateliers. En fait, qui sont assez complets. Voilà, donc les enseignants peuvent vous solliciter par exemple pour ce genre de choses. Et puis, donc vous avez des planches qu'on va découvrir là dans quelques instants, qui sont aussi, que vous mettez en exposition et qui sont en vente. Donc on peut aussi se procurer tout à fait. Des planches d'albums ou des planches de projets et autres. Une envie de faire une grande expo un jour Je garde quelques dessins quand ça arrivera. Mais oui, ça m'arrivera, oui. Enfin, à travers en fait, mes tribulations de dessinateur, après les Arts Déco, j'avais exposé au Palais de la Découverte, il y avait une grande expo sur mon travail, il y a longtemps, qui avait été mise en place. Mais mon père était sculpteur, je l'aidais aussi dans ses multiples salons, où il avait tous les grands prix, bon, même si ça reste un métier, c'était un métier difficile, ça l'est toujours. Oui, exposer, vendre... Et puis montrer surtout mon travail en fait, enfin c'est surtout ça en fait, de m'exprimer à travers mes dessins simplement.